je peux ajouter, je peux me permettre d'ajouter. Tu vois qu'il y a l'école, si on analyse effectivement l'école, on se rend compte de cela. Il faut avoir le lieu, je veux dire. Voilà. Regardons, le lieu, il n'est pas démocratique. Voilà. C'est pas une table ronde. Voilà. Donc effectivement, une analyse de l'école dans tous les moyens, les contextes, la géographie de cet espace-là, etc., conduit à dire que, en fait, l'école fait beaucoup de fausses représentations, en fait. Hein? Elle se targue d'être démocratique. Ben non, vraisemblablement, elle ne l'est pas, mais elle se targue de l'être. Elle se targue d'être un lieu de vie. Mais pour beaucoup, l'école n'est pas un lieu de vie. Et ce n'est pas pour rien quand on parle de décrochage scolaire, moi je dis, mais il faudrait regarder le décrochage scolaire autrement. Et si le décrochage scolaire était une stratégie de survie? Pour beaucoup, le décrochage scolaire est positif. C'est une stratégie de survie. Et donc, il ne faut pas voir ça négativement, et puis tout simplement vouloir les garder à l'école dans un lieu qui est toxique pour eux. Donc il y a cette école, d'une certaine manière idéale, l'école telle qu'elle devrait être, peut-être, et puis l'école telle qu'elle est, en réalité, effectivement, paradoxalement, elle en est loin. Elle veut libérer, mais elle fait passer par la contrainte extrême pour pouvoir libérer. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de groupes sociaux, pour ne pas... donc, les femmes, j'ose encore le dire, les femmes, d'autres groupes sociaux, les autochtones, les Noirs, etc. L'expérience éducative est littéralement de la méséducation. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi qu'elle se présente comme elle n'est pas, en fait. Elle est souvent en fausse représentation. Alors, là où je demeure optimiste, comme Paul, là où je demeure optimiste malgré tout, c'est de se dire que, bon, maintenant, c'est pas tout de dire que cette école a été faite sans nous, ou bien pour d'autres, ou bien pour une élite, etc. Comment maintenant peut-on s'approprier maintenant cette école-là, s'approprier les savoirs, s'approprier cet espace, s'approprier et transformer maintenant, en vue d'en faire autre chose. Donc c'est là où, malgré tout, je suis d'accord avec toi, mais je demeure malgré tout optimiste. Je crois qu'il y a une réappropriation, effectivement, des discours, des savoirs, et donc de l'éducation en général. Mais souvent, on a les questions, mais pourquoi parler, pourquoi respirer, pourquoi espérer? Mais puisque on a l'idée dans le canal Fox ou d'autres CNN qu'on ne peut pas parler de ça, il faudrait vivre. Les Autochtones vivent depuis 20 000 ans ici, et ils ont toléré, enduré, ils ont persisté. Et puis, quand on pense de l'éducation antiraciste, souvent, on ne le fait pas pour les gens qui ne veulent pas bouger, on le fait pour toute la société. Mais un point assez concret, par exemple, j'ai travaillé pendant plusieurs années au ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et pendant bien lurette, on a refusé d'avouer qu'il y a un décalage ou une différence dans le niveau de décrochage des Noirs et des Blancs. C'était toi, je me suis concentré là-dedans, c'était le sujet de ma thèse. Mais au ministère de l'Éducation, on a refusé d'analyser, faire de la recherche, consulter, élaborer, tout ça. Les parents noirs disaient, mon enfant, c'est un échec, c'est difficile, et on connaît la recherche d'Arbour et d'autres aux États-Unis. Mais 20 ans plus tard, on est tellement surpris que les gens ont dit, l'école de race blanche, ça n'a pas fonctionné, donc je vais avoir une école de race noire. Ça n'a rien à voir avec l'idée de se vouloir se ségréguer. Au Québec, quand j'ai vu les analyses, on ne veut rien de ça à l'Ontario, Toronto. Ok, mais écoute, c'est par l'amour qu'un parent veut que son enfant réussisse. Et puis, pourquoi le ministère de l'Éducation n'a pas analysé, n'a pas évalué, n'a pas étudié? Bon, mais l'épistémologie, on disait non, non, ça ne se peut pas dans nos sociétés. Le pouvoir, on s'en fout. Et tout le reste. Alors, la démocratie, c'est de reconnaître qu'il y a, par exemple, le fait, juste une autre anecdote très rapide, mais j'espère que ça ne serait pas offensant, c'est question de la voile. Il y a peut-être 8 femmes au Québec qui ont la voile. Ok, je ne sais pas, mais on a tout un mouvement, je reçois des courriels des gens à droite et à gauche, mais combien de fois des femmes sont agressées? On a une idée à peu près 25%. Il n'y a pas de débat. Alors, c'est pas qu'on ne devrait pas être concerné. Alors, c'est plutôt, c'est d'ouvrir cet espace
Mais moi, je suis encouragé parce qu'il y a bien des gens qui travaillent, qui militent, qui vivent, mais en même temps, l'éducation, ça c'est le pierre angulaire de la démocratie. Et c'est ça mon point de départ. Si l'éducation est diluée et ça ne représente pas grand-chose, bon, ben, c'est un fondement assez faible. Merci. Merci Thierry. Une autre question concernant la présentation de Paul ou bien celle que j'ai faite avant? Oui, madame, bonjour. Bonjour. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que dans votre présentation, que vous avez dit l'espace où, disons, francophone du savoir, c'est vraiment comme pas assez avancé. Disons, est-ce que vous pensez que vous avez... C'est quoi le moyen on dirait, de faire du rattrapage? Je l'ai fait justement au bac. Ça fait des années, on avait vu des vidéos. Ça m'a surpris vraiment de savoir que c'est vraiment comme du nouveau pour les francophones. Vous dites que vous l'avez fait, vous? Au bac. Dans quel cadre? Dans quelle université? À Bishop. À Bishop? Oui. C'est le programme de sociologie. Oui, oui. Alors, pour nous, c'est comme... C'est pas... Je croyais vraiment que tout le monde... C'est parce que ça... En réfléchissant, c'était que la cérémonie d'ouverture, personne il y avait un discours qui disait que le savoir francophone, c'était comme omniprésent, c'était vraiment comme tout le savoir était contenu dans la francophonie. Alors c'est comme un peu audacieux, mais c'est comme, je croyais que c'était vraiment comme, c'est ça qui m'a surpris, que c'est encore... Oui, oui. Ça, c'est vraiment la question clé, en fait, du colloque. Pourquoi ces questions, ces préoccupations sont présentes dans les milieux socio-éducatifs anglophones, que ce soit au Québec ou aux États-Unis ou à Toronto, à OISI, etc. Mais pourquoi pas dans le monde francophone? Et quand je dis francophone, c'est pas seulement au Québec. Hein. En France, on veut littéralement me lyncher lorsque je parle de race, de racisme épistémologique, etc. Les gens ils sont allergiques, etc. Donc, en fait, la question est lancée. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer des réponses parce que vous aussi, ça vous surprend, non? Oui. Ça vous surprend. Nous aussi, on se demande pourquoi, pourquoi cette absence, pourquoi cette résistance, ce refus, et puis comment faire. Bon, bien sûr que la tenue de colloques, de discussions de ce genre, bon, c'est déjà d'une certaine manière vouloir inscrire la discussion d'emblée dans l'académie, mais certes, ça ne suffira pas. Alors, vous êtes madame? Mills. Mills? Oui, de Bishop. Merci, de Bishop.